de manière assez paradoxale, Jean-Claude Pont est la personne la plus modérée des trois autres intervenants, et pourtant, c'est la personne qui clive le plus. J'ai donné quelques exemples parce que j'ai fait une vidéo, une entrevue avec Jean-Claude Pont, et les commentaires sont très durs, très méchants à son égard. Alors, je vais en donner quelques-uns pour qu'on se fasse quand même une idée à quel point ce sujet est clivant, c'est-à-dire celui du réchauffement climatique, anthropique ou pas. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Claude Pont, s'il disait exactement l'inverse, serait probablement en jet avec Al Gore, quelque part entre Davos et Los Angeles. Ce qui n'est pas le cas. Donc, non, mais s'il est là, de toute façon, c'est que Monsieur Pont dit plein. Mais c'est pour quand même montrer à quel point, je trouve, l'immigration n'est plus tellement un sujet. C'est-à-dire que même les gens, Michel Onfray est plutôt contre. C'est-à-dire que maintenant, on commence à être plutôt contre l'immigration de manière générale. Mais le climat est quand même quelque chose d'incroyable à quel point ça clive. Alors, vidéo de désinformation scientifique sans intérêt, n'oubliez pas de la signaler comme information incorrecte. Et avant de donner la parole à Jean-Claude Pont, tout d'abord, mille merci encore Jean-Claude Pont d'être là. Mais vous verrez que peu à peu, il y a des gens comme Jean-Claude Pont qui ont le courage d'aller à contre-courant. Et c'est relaté dans son ouvrage Le vrai, le faux et l'incertain, que vous pourrez acheter plus tard et le faire dédicacer. Mais ils sont traités de négationnistes. Donc, voilà, comme les Suisses, nous Suisses avons un peu de retard, si j'ose dire, par rapport à la France et autres pays, vous verrez que le climato-scepticisme sera taxé d'antisémitisme. Et ça, je pense que c'est dans 3 à 5 ans. Donc on va glisser du négationnisme à l'antisémitisme, ça va être assez intéressant. Cher Jean-Claude Pont. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. C'est assez rare qu'on ait aujourd'hui l'occasion de parler de ce genre de sujet. Les gens hésitent à nous inviter, ils ont peur. Dans la première période où je m'occupais de ces questions, on avait souvent des invitations à des conférences. Depuis, c'est à peu près terminé. Alors, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, les gens qui m'apprécient appartiennent à 2 classes. La première classe, c'est celle de ceux qu'on a fréquentés, avec qui on a passé du bon temps, avec qui on a fait des voyages, etc. Et la deuxième classe, il s'agit de gens qui ont lu ce que j'ai fait en détail et qui l'ont compris. Ensuite, chez ceux qui me détestent, il y a ceux qui me détestent pour des raisons naturelles, pour des raisons de manque d'atomes crochus. Et puis à l'autre partie, et dont je suis très fier, des gens qui me détestent pour n'avoir pas lu et pour ânonner jour après jour ce que la presse, une presse complètement manipulée, ce que cette presse raconte de gauche et de droite. Donc, quand on se lance dans un sujet de ce genre, évidemment qu'il faut s'attendre à des coups, mais les méchancetés venant des imbéciles, je les mets à mon CV. C'est des choses positives. Et puis j'étais très étonné en voyant les intitulés des différentes conférences. Je me suis dit que j'avais rien à faire là-dedans, au fond. Et après, j'ai trouvé tout plein de points d'accroche. Je pense que ce que je vais dire, montrer, ça exemplifie à un niveau élémentaire, ça exemplifie ce que j'ai entendu. Je prends quelques exemples. Totalitarisme implicite, pas visible. Travail sur l'opinion publique, réinjecter le stress vital. Ça a été dit tout à l'heure et c'est parfaitement en accord et en harmonie avec ce que je vais présenter. Transformation furtive de sujets sociaux, créer un sentiment d'urgence, c'était le point numéro 1 de l'un des intervenants précédents, auprès de groupes leaders choisis. Et j'ai noté ainsi, mais je ne vais pas passer de temps là-dessus, j'ai noté ainsi toute une série de points dont je donne des exemples si on prête attention aux harmoniques de ce que je vais dire, qui figurent dans ce genre d'exposé.
Alors, je suis partagé entre deux sentiments en présentant ce thème. Le premier, c'est un sentiment de satisfaction de faire partager des idées que j'ai longuement collectionnées, développées, et puis un sentiment de honte de devoir parler d'un sujet qui a été à ce point détérioré, qui est à ce point manipulé par l'opinion publique aujourd'hui, qui est elle-même conditionnée par cette presse qui nous assène jour après jour des contre-vérités. À ceux qui nous font des reproches, le premier reproche, on nous dit « vous n'êtes pas climatologue ». Et à cela, je réponds « la climatologie n'est pas une science, elle est au confluent de toute une série de sciences, l'astronomie, je vous expliquerai peut-être en cours de route pourquoi ces sciences interviennent, l'astronomie, la physique, la chimie, la géologie, la glaciologie, etc. Je passe rapidement là-dessus, la paléobotanique, la paléontologie, la chimie évidemment, et deux disciplines, et j'insiste là-dessus, deux ou trois disciplines qui semblent n'avoir rien à faire là, l'histoire, la sociologie et la philosophie. L'histoire parce que quand on parle d'un changement climatique, quand on utilise réchauffement, il y a un préfixe « ré » qui rappelle la durée. Quand on dit dérèglement, il y a un préfixe « dé » qui veut dire changement. Donc, c'est l'histoire qui nous renseigne là-dessus. Et c'est bien pour cette raison que le GIEC, les organismes officiels, détestent l'histoire. Elle leur donne systématiquement tort. Pourquoi la sociologie ? Parce que cette discipline a aujourd'hui dégénéré. Elle n'a plus rien de scientifique, pratiquement. Elle est devenue de l'idéologico-politique. Et c'est quelque chose qui relève de la sociologie. La philosophie, en fin de compte, parce que, ou en troisième position, parce que dans tout le débat, il est question de ce qui est scientifique et de ce qui ne l'est pas. Or, la scientificité, c'est quelque chose qui dépend d'une discipline philosophique particulière, c'est l'épistémologie. Or, au fond, je suis en train de parler de ma légitimité à traiter de ce sujet, parce qu'on nous reproche toujours de ne pas avoir les connaissances voulues. Jean-Claude, je me remets juste. C'est vrai que pardon d'interrompre, j'ai été très mal poli, mais Jean-Claude Pont est universitaire, il faut quand même le rappeler. Il a fait des études de mathématiques, de physique, a enseigné à l'Université de Genève pendant 30 ans. C'est juste ? 20 ans. L'histoire des sciences, donc il me semble plus que légitime. À l'époque des CV, où plus le CV est long, plus évidemment il est de qualité. Là, on revient sur le sujet de la quantité de qualité. Donc Jean-Claude Pont est plus que, il me semble légitime à parler de ce sujet. Je pourrais juste de faire cette petite parenthèse parce que je ne l'ai pas précisé. Et voilà. Pardon. Alors, le climat est une composante essentielle de la vie en société. Ça veut dire que rapidement, les questions concernant le climat prennent une composante sociétale et donc sociologie. Mon avantage sur la plupart des climatologues, c'est d'avoir fait autant de physique, de mathématiques et d'astronomie qu'eux. J'ai créé l'Observatoire astronomique de Saint-Luc. L'autre avantage, c'est qu'en enseignant l'histoire et la philosophie des sciences, j'ai rencontré à de nombreuses reprises, j'ai enseigné sur, j'ai publié sur des événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité et qui sont tout à fait semblables à celui que nous vivons dans les affaires du climat. Je pense, pour ceux qui savent ce que ça signifie, à l'affaire Lysenko en Union soviétique, à l'affaire Galilée, à l'affaire Darwin. Et donc, ce versant de mes compétences m'a permis de faire des études qui sont fermées aux climatologues qui s'occupent seulement, il faut bien préciser, que font les climatologues au sens strict. Ils font des modèles,
Ils utilisent des équations, ils font tourner ces modèles qui sont censés reproduire la réalité, ils font tourner sur des ordinateurs, des prédictions en sortent et ils tiennent ces prédictions, on tient ces prédictions pour reflétant la réalité. Donc voilà ce petit intermède me concernant, c'est pas forcément désagréable. Je vous laisse prendre connaissance de ce petit texte de Jean-François Revel, qui est un essayiste, penseur, philosophe, décédé il n'y a pas très longtemps. Ça correspond tout à fait à ce que nous vivons dans ce domaine. Et puis, un flash publicitaire, de nouveau pour des questions de légitimité. Pascal Hacot est le premier historien, le plus compétent des historiens du climat en France, et il dit cette chose qui me fait bien plaisir. Je suis un historien du climat, chercheur au CNRS. Les réserves que je pouvais avoir sur les thèses du GIEC se sont renforcées à la lecture du livre de Jean-Claude Pont, etc., etc. Je suis désolé de parler de moi, mais ça permet de préciser la légitimité que je sens avoir à parler de ces questions-là. Je vous lis un texte de 2008, parce qu'il s'agit d'histoire. 2008, le début du GIEC. Le GIEC commence en 1988. Un secrétaire de l'environnement écrit « Le débat sur la science du changement climatique est véritablement achevé ». Ouais, une science qui est véritablement achevée. Le GIEC vient de commencer ses travaux. Comme cela est démontré qu'une science est terminée, fermée. J'aurais pu dire, et je vais peut-être faire machine arrière rapidement parce qu'il y a tellement de choses à préciser. Pourquoi l'astronomie? Parce que du fond de l'univers arrive un rayonnement qui s'appelle les rayons cosmiques, qui modifie profondément les nuages de basse altitude qui sont des éléments clés de l'avenir du climat. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. On a fait des expériences au CERN qui l'ont pratiquement prouvé et le directeur a interdit aux physiciens qui l'ont fait de publier parce que c'était contraire à la doxa. Le Soleil, c'est lui qui chauffe, c'est lui qui nous envoie les rayonnements solaires. Les planètes du système solaire agissent gravitationnellement sur nous et ont une influence sur le climat. L'atmosphère, c'est de la chimie, c'est de la physique. Les vents, le régime des vents, les échanges d'énergie là-haut, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, à la surface de la Terre, l'interface océan-atmosphère est un élément central dans l'évolution du climat. Les courants marins sont extrêmement mal connus et sont décisifs. Tout ce qu'on ne sait pas étudier, modéliser ou mesurer, les climatologues officiels le tiennent pour inutile, pour sans intérêt. Je vais vous dire juste deux mots sur l'origine, sur le début du GIEC, donc IPCC en anglais. Premier mensonge, première manipulation. Dans la traduction française, il y a le mot expert qui n'est pas dans l'original officiel anglais. Vous me direz petite chose. C'est le début d'une quantité de manipulation. Alors, les forces en présence, c'est le GIEC, qui est une émanation de l'ONU, qui touche des sommes énormes, toutes sortes d'administrations onusiennes qui sont à sa rescousse, 195 gouvernements. De l'autre côté, il y a nous. Nous, c'est un ensemble énorme de chercheurs qui sont déconnectés les uns les autres. Il n'y a pas de structure, il y a de temps en temps une association qui réunit quelques personnes, mais nous n'avons aucune solidarité profonde, si vous voulez. Nous ne pesons rien en tant qu'individus devant ces mastodontes. Et ça, c'est important à savoir. Quelles sont les thèses en présence? La première thèse, c'est qu'il y a une augmentation de température de 0,7 degrés en 130 ans. Maintenant, on change quand on trouve que c'est un peu rikiki
on manipule un peu les chiffres. 0,7 degrés en 120 ans. C'est la différence de température moyenne annuelle entre Nice et Marseille. On ne connaît pas de réfugiés climatiques à Marseille venant de Nice ou inversement. Deuxième thèse fondamentale, ce réchauffement est dû à l'émission de CO2 anthropique, c'est-à-dire de CO2 par les hommes. Troisième élément, il n'y a pas dans l'histoire, il faut quand même être fort pour dire ça, il n'y a pas dans l'histoire de moment où la Terre a connu une température aussi élevée. Cela signifie, c'est très dangereux, cela signifie pour eux que si on trouve un seul exemple où la température de la Terre a été au moins aussi élevée qu'aujourd'hui, où le bipède que nous sommes n'était pas là, et que le monde a présenté cette situation-là sans que la Terre disparaisse. Donc il y a trois thèses. Je vous lis un texte pour vous montrer que d'emblée, on sait à quoi s'en tenir. Stefan Schneider était un scientifique, climatologue, météorologue américain. Il a participé à la création du GIEC en 1988 et il écrivait ceci. Tout est déjà dans ce texte. Écoutez ceci qu'il écrivait en 1989. D'un côté, en tant que scientifique, nous sommes éthiquement liés à la méthode scientifique, ce qui signifie dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. D'autre part, nous sommes des êtres humains et comme la plupart des êtres humains, nous souhaiterions un monde meilleur, ce qui, dans ce contexte, signifie réduire le risque d'un changement climatique potentiellement désastreux. Et là vient l'essentiel. Pour ce faire, nous avons besoin du soutien d'une base élargie et capter l'attention du public. Ceci passe bien sûr par une bonne couverture médiatique. Nous devons donc présenter des scénarios effrayants, faire des déclarations spectaculaires simplifiées, en taisant les doutes que nous pourrions avoir. Et ça va être l'un des maîtres à penser du GIEC. C'est dès le début. Et des textes de ce genre, on en trouve par dizaines. Déjà là, quand vous lisez ça, vous entendez ça, vous dites, mais quand même, quel est le bon sens là derrière? La période 1950-1985 est une période extraordinairement froide, en pleine montée du CO2. J'ai ici, tous les journaux étaient remplis en 1975 de la terreur d'une glaciation. 1975, c'est Newsweek, je crois que c'est le 25 avril 1975. Voici un tout petit extrait de ce qu'on peut lire. Les météorologues du monde entier s'étaient réunis dans une grande messe, si vous voulez. Pour les scientifiques, le fait central est qu'après 3/4 de siècle, avec des conditions extraordinairement douces, le climat de la Terre semble se refroidir. Les météorologues ne sont pas d'accord sur les causes et l'extension du refroidissement, mais ils sont presque tous unanimes dans l'idée que la tendance, etc., etc. Les illustrés sont remplis de photos Times, où on voit en première page des gens emmitouflés. Quand vous lisez ce texte, le texte que j'ai montré avant, jusqu'à la fin, vous avez l'impression, vous dites, mais en 1975, ils annonçaient déjà le réchauffement climatique. Et ça, c'est les 3 dernières lignes. Et le GIEC naît à peu près à ce moment-là. La naissance du GIEC, c'est Margaret Thatcher, c'est Reagan, je crois, Ronald Reagan. Alors, ils se réunissent, c'est eux qui créent le GIEC pour des raisons différentes. Reagan voulait que les mouvements écologiques soient tenus par des scientifiques. Margaret Thatcher avait des problèmes avec les mineurs qui étaient en grève. Elle apprend,
des lettres libres de ça. Hein. Elle apprend que le nucléaire ne fait pas de CO2. On commence à entendre dire, mais le CO2 pourrait être responsable. Elle commence à ouvrir des centres de recherche, j'exagère un peu, elle commence à donner des subsides de recherche pour étudier l'effet du CO2 sur le réchauffement. Voilà l'origine du GIEC. Le roi Ladurie est un historien important qui a fait des ouvrages, notamment le climat depuis l'an 1000, dans lequel on trouve l'évolution du climat, où on trouve toutes sortes de choses dont je vais vous parler tout à l'heure. Il dit ceci: de 1951 à 1970, période de rafraîchissement, on peut l'exemplifier par le grand hiver de février 1956, tuant les oliviers et laissant derrière lui une traînée de 8000 morts supplémentaires, ou par le très grand hiver de 62-63. On a des quantités de témoignages sur cette période froide. Alors, là j'ai parlé, au fond, de la complexité du problème. C'est une complexité sociétale. Parce qu'on a on a transformé le problème en un problème de société, on l'a instrumentalisé. Donc c'est ce qui complique aujourd'hui complètement la situation. Le problème scientifique dont je vais parler maintenant est extrêmement complexe, mais ne traîne pas à ses bases ce genre de problème de société. Alors, quels sont les agents qui interviennent là-dedans? Je l'ai déjà dit rapidement: univers lointain, planète du système solaire, soleil, atmosphère, gaz, nuages, vent, orage, etc. C'est donc un ensemble infiniment complexe où chacun va jouer son rôle dans l'évolution du climat. Et le climat, on ne peut pas le prendre et le mettre en cage. Donc il faut créer des concepts qui nous permettent de découvrir la réalité derrière l'ensemble de ce qu'on voit. Et donc, les scientifiques créent des paramètres, ce qu'on appelle des paramètres, la pression, la température, la hausse des vents, les courants marins, etc., qu'ils essayent d'étudier. Quand on fait de la science, on écrit des équations, ils essayent de lier ces différents paramètres entre eux, de les mettre dans des équations où le temps intervient. Et ces équations qui sont extraordinairement complexes, on les met dans un ordinateur, c'est lui qui fait le travail. Ça s'appelle des modèles. Donc les climatologues ne font essentiellement que des modèles. Et je vais vous montrer après ce qu'on peut penser de ces modèles. Comprenez bien, la température, c'est la température de la Terre entière. Comment est-ce qu'on peut traiter ça? Alors on fait des maillages. C'est comme si on emballait la Terre avec des toiles de tente, et puis on découpe en petits morceaux, en petites sortes de parallélogrammes, ou quadrilatères si vous voulez. Souvent, ça s'appelle une maille, 200 km de côté, 200 km de haut. On fait là-dedans toutes les mesures et en moyenne, et on fait ça sur toute la Terre. Ça s'appelle un maillage. Les résultats sont extrêmement sensibles aux mailles, à la mesure de la maille. Ça veut dire que si vous avez un maillage de 100 km ou un maillage de 300 km, vos moyennes et vos mesures changent. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et donc, les mailles, les modèles, c'est à partir de ça qu'on nous fabrique les prédictions que l'on entend régulièrement. Je vais vous montrer à propos des modèles. Rien que ça. Ça, c'est quelqu'un qui était climatologue et assez convaincu par les thèses du réchauffement climatique. Mais regardez ce qu'il écrit. Les modèles ont de grandes difficultés à évaluer certaines variables comme les nuages et l'océan profond.
Dans l'hypothèse d'un dédoublement de la concentration de CO2, le réchauffement prévu par les modèles s'inscrit dans une fourchette de 1,9 à 5,2. Or, c'est 0,7 dont il s'agit. Mais le pire, les deux valeurs extrêmes ont été obtenues par le même modèle uniquement en les faisant travailler avec une représentation différente des nuages. Vous voyez le sérieux de l'affaire ? Parce que les nuages, on ne sait pas les représenter. On ne sait pas les modéliser. Alors chacun fait tourner son ordinateur avec la conception qu'il a des nuages. Et je vais vous montrer après le fouillis qui sort de là. Rien que ça devrait faire réfléchir les gens. Bon, c'est un autre élément. Nos bases de température viennent pratiquement toutes des États-Unis, de stations qui ont été construites aux États-Unis. Et une équipe de scientifiques ont fait le tour de ces stations. Un grand livre, toutes sont comprises. Et on est horrifié quand on voit comment ces stations sont construites. D'abord, leur environnement change. Ensuite, dans une station, vous avez par exemple la radio et les lampes radio qui diffusent les résultats, qui font évidemment chauffer la machine. Et ça, c'est des chiffres officiels. Le 89% des stations sont ineptes. 20% erreur de température supérieure à 1 degré, etc. Vous trouvez ça dans la littérature, c'est officiel, mais évidemment caché. On ne veut pas montrer ces choses-là parce que ça mettrait le doute. Encore une autre chose qui me vient à l'esprit, il y a tellement d'éléments. Pour tester un modèle, on le fait rétrodire. On prend les données de température, pression, nuage, tout ce qu'on a aujourd'hui, et puis on leur fait dire quel était le temps il y a 10 ans. Ça marche jamais. Ça ne marche jamais. C'est pas la faute aux climatologues, c'est pas la faute à la science, c'est la faute à la nature, qui est effroyablement complexe. J'ai essayé de vous le faire voir avant. Ici, la question du CO2. Je reviens après dans un autre contexte sur les modèles. La question du CO2. Le CO2, d'abord, ce n'est pas un polluant. C'est un gaz nécessaire à la vie. Si on a moins de 150 parties par million, il n'y a plus de vie sur la Terre. Aujourd'hui, il y a 410 parties par million. Là, dans l'atmosphère, écoutez bien ces chiffres, dans l'atmosphère, il y a des gaz à effet de serre. Ils sont le 4%. Dans ces gaz à effet de serre, le 95%, c'est la vapeur d'eau. Et le 4%, le CO2. Et c'est le CO2 qu'on incrimine. On peut quand même se poser des questions. Al Gore, dans son célèbre film, qui a fait tant de mal, on l'a pris pour la preuve de toutes ces déraisons de la climatologie. Al Gore présentait son film et il courait. Il avait un tableau de 10 mètres de long, il courait le long du tableau et puis il montrait ses courbes. Une des courbes, c'est la courbe sur une très longue période, la variation du CO2, et l'autre, c'est la variation de température. Si je n'étais pas mathématicien, je dirais elles sont parallèles, ces courbes. Donc, elles sont en relation l'une avec l'autre. Il y a une corrélation. Et on a très vite pensé que cette corrélation était une causalité. Le malheur, ou la chance pour nous, malheureusement, tout est caché, c'est qu'on a découvert, en affinant les recherches, que la courbe de la température, elle précédait de 800 ans la courbe de montée du CO2. Ça veut dire que c'est l'augmentation de température qui fait augmenter le CO2. J'ai eu honte quand j'ai appris ça, honte de ne pas avoir trouvé la chose. C'est simple à comprendre. Vous avez l'océan, le CO2 qui tombe dans l'océan. Quand la température monte, le CO2, les carbonates qui sont dissous, le CO2 sort.
Donc c'est l'augmentation de température. Et il y a un décalage de 800 ans entre les deux courbes. 800 ans, c'est le temps qu'il a fallu à l'océan pour se mettre en équilibre thermique. Vous trouvez ça dans la littérature, c'est pas moi qui invente, c'est pas de mes courbes. Je crois qu'il y a la référence, mais que je n'ai pas laissée là-dessus. Le CO2, 420 parties par million. Si vous prenez un stade avec 10 000 spectateurs, et bien sur les 10 000 spectateurs, il y a 4 molécules de CO2. 4 sur 10 000. Et on prétend que c'est ça qui va occasionner tous les dégâts dont on parle, la mort des forêts, des glaciers, etc. La quantité de CO2 est infime. Le méthane, c'est encore beaucoup moins. Le méthane augmente chaque année de 1 partie par million. On veut nous faire éliminer notre cheptel bovin parce qu'il y a une émission de méthane. La Hollande a réagi très fort. Le parti paysan qui s'est mis en branle est devenu le premier parti de Hollande pour lutter contre l'obligation qui leur était faite par l'Europe d'éliminer la moitié du cheptel. Bon. Pour finir avec le CO2, la Chine envoie 12 000 milliards de CO2 dans l'atmosphère. 12 000 milliards. Et ils ont le droit, le GIEC leur a donné le droit de continuer. 12 000 milliards. Les États-Unis, c'est 5 000 milliards. La France, c'est 300 millions. Et la Suisse, je ne sais plus, c'est 20 millions ou quelque chose. Donc, on pèse infiniment rien. L'Union européenne, dans la production de CO2, c'est 1/2 millième. Et la France, c'est 1/20 millième. Et on est en train de bousculer complètement notre économie pour des calembours. Le roi Ladurie, son fameux livre, et tout le monde a été d'accord là-dessus, a produit cette courbe qui montre l'évolution de la température depuis l'an 1000 à peu près, ça va jusqu'à 2010. Reconnu universellement le petit optimum du Moyen-Âge, depuis 900 à peu près jusque vers 1350, où tous les textes anciens montrent que les glaciers étaient beaucoup plus courts qu'aujourd'hui, que la végétation était montée vers le nord, etc. Et ensuite, ça s'appelle le petit âge glaciaire, qui commence à peu près vers 1350. C'est une période très très froide jusqu'en 1850. On pourrait dire, ils n'ont pas été capables de le dire, mais ils pourraient le dire, c'est par manque de CO2. Mais ils sont pas allés jusque-là. Donc, on a cet exemple de moment de l'histoire où la température était au moins aussi élevée que celle d'aujourd'hui, que les glaciers avaient reculé comme aujourd'hui, et il n'y avait pas de bipèdes. C'est quand même frappant. Et je vous montre alors la défense. Il y a les gardiens du temple, il y a les pompiers de service qui fonctionnent. Le pompier de service ici, ça a été un météorologue américain qui s'appelle Mann, qui a construit cette courbe, qui a été célèbre, qui a été démolie par tous les statisticiens du monde, qui a néanmoins été publiée dans les rapports du GIEC. Il a bazardé le petit optimum du Moyen-Âge, qui les gênait tellement. Vous voyez, manipulation, mensonge à tous les niveaux. Cette courbe est une courbe officielle. Le GIEC en avait fait son navire amiral. Puis dans l'édition suivante, ils l'ont supprimée. Et maintenant, elle refait surface et on trouve des manuels d'aujourd'hui dans les collèges. En tout cas, j'en ai un du Canada, où elle refait surface. Cette courbe. On l'appelle courbe en crosse de hockey parce que, vous voyez, là-bas, ça monte, tout d'un coup, ça explose. On a fait tourner
des modèles très différents les uns les autres, puis on a fait des moyennes. Et ça, c'est la prédiction de la moyenne des modèles qu'on a fait tourner. Et ça, en bleu, c'est la réalité. C'est les courbes officielles, vous ne les trouverez pas dans les documents courants. Vous voyez, évidemment, ils ont fait tourner ces modèles et puis ils ont choisi l'endroit où ça montait le plus. C'est quand même édifiant comme histoire. Je vous en montre une autre. Ça s'appelle le plat de spaghetti. Ils ont fait tourner 120 modèles différents. Puis chacun, en fonction... C'est un terme mathématique qui a une grande importance, mais dont je ne peux pas parler en détail. Ça s'appelle la sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire que si vous variez un tout petit peu une mesure de température, de pression, ça vous change complètement les données. Alors chacun choisit là-dedans. Quand on n'a pas de mesure précise, on ne sait pas que faire avec les nuages, on choisit, et chacun a sa courbe. Et puis au fond, maintenant elle a été prolongée, j'en ai une qui est prolongée. Et là, on a la réalité. Et c'est avec ça qu'on nous bassine. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a des gens qui ont été vidés pour ça. Par exemple, les deux courbes, courbes de température qui précèdent le CO2. Il y a un météorologue français qui était à la télévision française, qui a fait un livre où il a parlé de ça, il a été vidé séance tenante. C'est dans les méthodes qu'on utilise volontiers. L'évolution, je saute un peu du coq à l'âne, l'évolution des températures officiellement reconnues de 1850 à 2020. 1850, 1900, réchauffement. On sort du petit âge glaciaire. 1900, 1910, refroidissement. 1910, 1940, et ça leur fait très mal, grosse montée de température. Le CO2 n'est pas encore là, présent, massivement. Grosse augmentation de température. 1950, en gros, 1980, baisse de température, en pleine montée de CO2. 1980-85 jusqu'en 99, augmentation de température. 1998-2012, mais c'est eux-mêmes qui l'écrivent, c'est dans les rapports du GIEC, c'est Mann lui-même qui le dit, refroidissement, pleine montée de CO2, 1999, 2012, 2013, refroidissement. Ça vaut quand même la peine d'être entendu. Alors, quand le grand cheval de bataille, et on comprend que ça puisse l'être, des gens qui défendent ces thèses, j'appelle ça l'obédience officielle, donc c'est le GIEC, mais c'est complètement gouverné par l'ONU. Les glaciers, évidemment, j'étais guide de haute montagne, donc les glaciers, je les connais, je les ai étudiés. Bon. Alors, les glaciers, ils fondent, ils sont plus courts. Donc, voilà. Mais l'histoire, si on n'a pas peur de l'histoire, il y a 10 000 ans, le glacier du Rhône allait jusqu'à Lyon, jusqu'à Chafouz, jusqu'à Neuchâtel, c'est reconnu partout. Sur la plaine du Rhône, il y avait 300 mètres d'épaisseur de glace. Ils sont remontés, ces glaciers. Il n'y avait pas de bipèdes qui envoyaient du CO2 dans l'atmosphère. C'est donc bien la nature elle-même qui s'est débrouillée pour le faire, mais personne ne le sait. Personne ne connaît les causes véritables. On a des doutes, mais personne ne connaît les causes véritables. Le glacier d'Aletsch, alors le glacier d'Aletsch, c'est le plus grand glacier d'Europe, on le connaît très très bien parce qu'on a sorti des fossiles. Il a été beaucoup plus court qu'aujourd'hui et beaucoup plus long qu'aujourd'hui.
Voilà. Ça veut dire que les glaciers sont des objets qui ont une sorte de vie interne et qui se déplacent, enfin qui changent. Le glacier de Zinal, où j'habite, un de mes anciens collègues géologues a sorti il y a 2 ans des mélèzes fossiles. Ça veut dire que toute la région du Grand Muntet, il y avait des forêts. Voilà. Donc le climat a changé. Alors les glaciers, oui, les glaciers ont de la peine, c'est sûr. Ici, j'ai un texte qui est très intéressant. C'est John Tyndall, c'est un physicien irlandais important, qui est le premier à être allé sur le Weisshorn. Il passait beaucoup de temps à Blatten dans le Haut-Valais. Et c'est le premier vrai glaciologue qui a écrit des manuels de glaciologie. Et ça remonte à 1850. 1860, c'est la traduction. Vous voyez ce qu'il écrit? On est avant le CO2. Il n'y a pas de CO2 à ce moment-là, il n'y a pas d'industrie. Après 12 ans d'absence, j'ai visité la mer de glace au mois de juin dernier. Elle m'a présenté d'une manière frappante cet excès de la consommation sur la production qui, s'il continue, finira par réduire les glaciers de la Suisse à n'être plus que l'ombre de ce qu'ils étaient autrefois. Et là aussi, j'ai eu honte de pas trouver l'explication qu'il donne, elle est là. Le bilan d'un glacier, c'est la différence entre la production et l'ablation. Si vous mettez sur un stade de football un cube de 100 mètres de côté de glace, et puis vous demandez au bon Dieu de ne plus pleuvoir pendant 2 ans, et puis de ne pas changer la température, fait quoi le glacier? Le bloc, il fond. Ça veut dire qu'il n'y a plus de production, mais le glacier fond. Donc c'est une... Alors, je vais quand même, je n'avais pas prévu vous le montrer, mais les glaciers du Kilimandjaro. C'était une grande bataille, les glaciers du Kilimandjaro. Et une étude de 2 glaciologues, mais qui sont favorables aux thèses du GIEC. Ils ont fait l'étude sur le Kilimandjaro et ils ont démontré que la disparition des glaces là-haut, elle était due à un défaut de précipitation. Le recul des glaciers du Kilimandjaro n'est pas imputable au réchauffement global de la Terre. Des chutes de neige moins fréquentes et moins abondantes en sont responsables. Là, j'ai un texte qui est très édifiant. D'abord, ça a été une des plus grandes fantaisies du GIEC. Dans son rapport de 2005, il a annoncé la disparition des glaciers de l'Himalaya pour 2030. Rien que ça, pour 2030. Ça a fait un tollé, tout le monde a dit c'est pas possible. Pour finir, ils ont dit ouais, on a inversé des chiffres. On voulait dire 2300. Bon, c'est pas ça. Mais c'est vrai, c'est des textes, c'est officiel, j'invente rien. Et alors, dans le Figaro du 22 août 2017, j'ai découvert cette perle. Les glaciers d'Asie étant très difficiles d'accès, les scientifiques ne disposaient jusqu'à aujourd'hui que de peu de données de terrain. Donc, ils n'avaient pas de données, mais ils ont fait des prédictions. Et leur état a longtemps été analysé à l'aune de trop rares photos satellitaires limitées à quelques sites et de modèles. Mais ils ont intoxiqué le monde pendant 20 ans avec la disparition des glaciers de l'Himalaya. C'est rempli, toute l'histoire dont je parle et dont je me suis occupé, elle est remplie de choses de ce genre. Là, j'ai fait une sélection. Oui, alors le cheval de bataille principal, c'est le consensus. Vous lirez partout que ça, c'est la plus grande des monstruosités que j'ai vues dans leur calembour. Les scientifiques sont à 97% convaincus de la véracité des thèses officielles. J'ai été gratté dans les travaux qui ont conduit à ce résultat. Je peux vous les envoyer. La statistique a été faite sur 77 personnes. 77.
Vous vous rendez compte? C'est monstrueux. Alors, je vous donne juste quelques informations. D'abord, j'appartiens au comité scientifique de l'Association des climato-réalistes, titre de gloire, consensus à 97%. D'abord, il y a l'Oregon Pétition, conduite par le président de l'Académie des sciences américaines avec 31 487 signatures au président des États-Unis pour lui dire « arrêtez ce cirque ». Il y a à 3 reprises une série de centaines, 200 scientifiques qui ont écrit aux responsables de l'ONU. Richard Lindzen, qui est probablement un des 4 ou 5 plus grands climatologues de ces 30 dernières années, il a réuni 300 physiciens qu'il considérait comme les meilleurs. Ils ont fait une lettre au président des États-Unis. Il y en a bien d'autres. La Clintel Organisation. La Clintel Organisation a été créée il y a 3 ans, j'en fais partie. Aujourd'hui, il y a 1800 signatures. Pour pouvoir signer, il faut avoir publié sur ces domaines. Eh bien, nous sommes 1800 à avoir signé cette lettre aux représentants de l'ONU pour dénoncer ce qui se passe et demander qu'on revoie la question. Un point sur lequel je vais terminer ce prêche, c'est celui-là. Je me suis amusé à faire ça. Donc, à 1 centimètre, j'ai mis 10 puissance 11, c'est à peu près le nombre de secondes depuis le début de notre ère. Ensuite, 10 puissance 12, c'est à 10 centimètres. C'est le nombre de secondes pendant 20 000 ans. 10 puissance 13, ça va à 1 mètre, et 10 puissance 14 à 10 mètres. Eh bien, les sommes qu'on est en train d'engouffrer en milliards de francs, c'est ces nombres-là. Je vous donne 2 ou 3 exemples. On retrouve tout à fait ce qui a été dénoncé cet après-midi dans la démesure, dans la fabrication, dans la marche vers la désolation. La conférence de Copenhague sur le climat 2009 a décidé un engagement annuel de 100 000 milliards de dollars à partir de 2020. Van der Leyen, avec son Green Deal, elle est à 10-12. Donc, ce que Van der Leyen veut engouffrer pour ce calembour, c'est 10 puissance 12. La Banque mondiale, c'est des chiffres, si on n'a pas ce genre d'exemple, on a de la peine à réaliser. Alors, la Banque mondiale, elle propose 10 puissance 14 pour la période 2015-2030. 10 puissance 14, donc on est là-bas à 10 mètres. C'est le nombre de secondes qui se sont écoulées en 2 millions d'années. Voilà l'argent qu'on va engouffrer pour enlever de notre atmosphère ce gaz qui est un gaz nécessaire à la vie. Dans les périodes, c'est la paléobotanique qui nous le montre, dans les périodes où le CO2 a été plus important, la végétation a été en forte croissance. Les méthodes, c'est la mise à pied, la chasse aux sorcières, c'est l'expulsion des gens, c'est leur enlever leur travail, c'est leur interdire de parler. Maintenant, c'est en route. Hein. En France, il y a une loi qui va interdire de parler de ces questions. Alors voilà, ça c'est un climatologue important. Voilà dans les rues de Paris ce qu'on a vu. Vous voyez les méthodes,
c'est de la science. D'autres, tous des climatologues qui sont hérétiques, si vous voulez, qui ne sont pas pour la doxa. Vous voyez le genre de méthodes qui sont à l'œuvre. Moi, j'ai écrit un livre de 250 pages là-dessus. Je fais des lettres d'information pour actualiser ce livre, pour développer certaines parties. Je fais des lettres d'information, il y en a 23 à ce jour. Ça fait 300 pages en tout. Elles sont gratuites, je les envoie sur simple demande par email. Donc, j'ai dans mes archives tout ce qu'il faut pour me faire damner. Ce livre, Les 12 mensonges du GIEC, il n'est pas vrai que le GIEC agit pour le bien de l'humanité, que les énergies renouvelables peuvent remplacer le pétrole, etc. C'est tous les mensonges. J'ai fait une petite bibliographie. Il y a une association qui s'appelle IAC, c'est intergouvernemental, c'est la réunion de différentes académies des sciences qui ont délégué un des leurs pour étudier des graves problèmes de société. Et cette IAC a été sensibilisé par le secrétaire général de l'ONU pour faire une étude sur le GIEC. Les graves erreurs commises par ces spécialistes dans leur 4e rapport daté de 2007, de même que la légèreté de certaines de leurs pratiques dénoncées depuis plusieurs mois par la presse, requéraient une reprise en main énergique. C'est désormais chose faite. Et voici l'énumération de ce qu'on reproche au GIEC. Qualité des informations publiées, validité des sources utilisées, traitement des opinions divergentes, procédure de correction des erreurs, conflit d'intérêts, etc. Tout n'est pas rose, sauf les sommes qui coulent à flot. Je termine encore par cette petite anecdote qui vient d'un climatologue anglais qui était le secrétaire de l'environnement de Margaret Thatcher. Il dit, si vous voulez étudier le sexe, la vie sexuelle de l'écureuil, vous n'aurez pas un franc. Si vous dites influence du réchauffement climatique sur la vie de l'écureuil, ling, 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 ling. La Global Warming Association est une association faite de gens très prestigieux qui se battent à longueur de journée contre le GIEC. Et je trouve que cette page de couverture, elle est la parfaite illustration de ce qui se passe. Des gens bien cravatés qui ont un bandeau sur les yeux et qui marchent les uns s'appuyant sur les autres au bord du précipice. Je crois que j'ai plus rien, mais... Ah, j'ai oublié de dire que le titre des règlements climatiques, des raisonnements climatiques, c'est le titre d'un livre d'un très grand physicien français qui est complètement climato-sceptique et qui vient d'écrire ce livre, le dérèglement. Voilà, ça c'était à la fin de mon livre. J'ai eu la chance de pouvoir compter sur un dessinateur français célèbre qui s'appelle Léon Zag. Et voilà, c'est tout à fait juste. Je crois que ça sera le mot de la fin. Merci pour votre patience. Et désolé pour le désordre. Ce n'est pas le désordre de la pensée, c'est le désordre de centaines et de milliers de pages qui me pèsent sur la conscience et que j'aimerais faire connaître. Ça c'est rigolo. C'est la preuve du réchauffement climatique.